Voilà. Faisons la dernière partie du cours, donc chapitre 4. On va expliquer une variable catégorielle en utilisant une autre variable catégorielle. Donc, on a vu l'ANOVA, on a vu la régression linéaire. Ce qu'on a maintenant, c'est on a de nouveau les trois engrais, donc une variable catégorielle, le type d'engrais ABC, on l'utilise sur les plants de maïs. Et on pourrait voir, est-ce que la proportion de maïs sain dépend-elle du type d'engrais? Donc là, on a le type d'engrais qui est la variable X catégorielle et on a une proportion de maïs sain. Donc on a maïs sain ou pas sain qui fait la distinction entre deux catégories, l'explicatif Y. Donc test d'indépendance, est-ce que la proportion de maïs sain dépend-elle de type d'engrais? Donc est-ce qu'il est différent pour sain et non sain? Ou test d'homogénéité, est-ce que le type d'engrais utilisé va affecter la proportion de maïs sain, oui ou non? Donc là, de nouveau, le type qui est le X, le maïs sain ou non sain qui est le Y. Mais maintenant, on va regarder pour les trois types et on va voir est-ce que les proportions sont les mêmes, oui ou non. Et là, nous, on va se limiter à le deuxième cas. Au deuxième cas, on va faire le test d'homogénéité et l'expliquer. Donc d'abord, de nouveau stade descriptif pour ce cas, test d'homogénéité et finalement, si on a un peu de temps, comparaison de deux proportions. Donc stade descriptif, on a la donnée, donc on a par exemple ici 50 étudiants qui sont proclamés en 2016, sélectionnés d'une façon aléatoire dans la faculté des sciences. Donc, et pour chaque étudiant, on a observé le sexe et le grade. Donc, grade, ce qui est satisfaction, distinction, grande distinction ou plus grande distinction. Et donc, on a deux variables catégorielles. La première variable, deux modalités, fille ou garçon. Deuxième variable, grade, qui a quatre catégories, satisfaction, distinction, grande distinction et plus grande distinction. Et donc, ce qu'on se demande, est-ce que le profil de réussite est-il identique pour les filles et pour les garçons, oui ou non? Donc, est-ce que les proportions des grades, est-ce que ces proportions sont les mêmes dans la groupe des filles et dans la groupe de garçons? Ce qu'on fait, dans ce cas, normalement, on crée un tableau de contingence. Tableau de contingence est très simple. On va résumer ce qu'on a observé simplement en utilisant les catégories. Donc là, on aura je vais garder. Donc la variable X qui est le grade. On a quatre options pour le grade. La variable Y qui est le sexe. J'ai deux groupes pour ce sexe. Et là, après, je vais remplir le tableau. Donc simplement par regardant dans la base de données, il y a 11 filles qui ont obtenu la grade satisfaction. Il y a 7 garçons avec satisfaction, etc., etc. Donc, je vais simplement regarder dans la base de données et compter combien de fois je trouve chaque combinaison des deux variables. Donc là, je vois par exemple qu'il n'y a aucun garçon qui a une plus grande distinction. Dans ce tableau de contingence, on ajoute les sommes. Donc, j'ajoute les sommes par ligne et j'ajoute la somme par colonne. Et donc là, je vois qu'il y a 29 filles et 21 garçons. Je vois qu'il y a 18 personnes qui ont la grade satisfaction, 28 personnes qui ont la grade distinction
9 personnes pour grande distinction et 2 personnes pour la plus grande distinction. Et donc là, la somme globale, 50, c'est le nombre de personnes inclus dans l'étude. La distribution là, la somme des colonnes et la somme des lignes, ben, on l'appelle la distribution marginale. Donc, on est dans le cas bivarié, on regarde les couples X, Y. Ben, une distribution marginale, ça donne simplement la distribution de la variable X ou la distribution de la variable Y. Donc, c'est comme on regardait qu'une seule variable, X ou Y, et on regarde la distribution. Donc, là, cette partie-ci, c'est la distribution marginale du grade. Donc, ça me donne la répartition selon les 4 catégories des grades. Celui-ci, c'est la distribution marginale de sexe. Ça me donne la répartition entre filles et garçons. Et donc, pour 2 variables catégorielles, ben, le tableau de contingence, c'est ce qu'on fait de base, c'est ce qu'on fait toujours. On pourrait aussi inclure les pourcentages, donc pourcentage d'observation calculé par rapport au total, par, par rapport à chaque modalité, donc ligne ou colonne, et les mettre ensemble. Souvent, on ne fait pas. Donc souvent, on donne ou bien le tableau de contingence des valeurs absolues, ou bien le tableau de contingence des valeurs relatives par rapport au total. Donc là, c'est aussi quelque chose qu'on va souvent regarder. Quel est le pourcentage par rapport au nombre total qui sont inclus dans la base de données. Mais donc, on pourrait ajouter, donc là, si on regarde une cellule, dans ce cas-ci, on a d'abord le comptage, donc la valeur absolue. Il y a 10 filles qui ont une distinction. Ça correspond à 20% du total, donc 20% de la base de données complète. 34,48% de la colonne, donc de défis. Donc là, pour cet exemple, c'est 34% des filles ont la grade distinction et pourcentage de la ligne, bah, de toutes les distinctions, il y a 47% de filles et 53% de garçons. Donc, on peut les ajouter si on veut. Toc, toc, toc. C'est ce qu'on a expliqué. Représentation graphique. On peut faire des représentations graphiques aussi, mais pour être honnête, pour des valeurs donc pour 2 variables catégorielles, on se contente souvent avec le tableau de contingence et on va pas souvent faire des graphiques pareils. Donc, on peut, par exemple, créer des diagrammes en barre. Diagramme en barre, le premier, ce qui est grade en fonction du sexe. Donc, j'ai 2 diagrammes en barre. À gauche pour les filles, à droite pour les garçons. Et pour chacun, j'ai la répartition par grade. Et en bas, bah, il y a la même chose, mais c'est la section en fonction de grade. Donc, j'ai 4 diagrammes en barre. Et pour chaque diagramme, je fais la répartition ou la distinction entre filles et garçons. Mais vous voyez que c'est relativement difficile à comparer ou à interpréter. Donc, ça donne une visualisation de la répartition, mais quand même, c'est pas très facile. On peut aussi faire des diagrammes en barre empilés. Empilé veut simplement dire qu'on va mettre les barres l'un au-dessus de l'autre. Et donc là, je vois, par exemple, que
il y a 29 filles au total. Et après, je peux regarder les valeurs pour trouver combien de personnes se trouvent dans chaque catégorie de grade. Même chose en bas, on a les empilés sexe en fonction du grade. Mais de nouveau, c'est difficile à vraiment interpréter, surtout quand les barres n'ont pas le même hauteur. Donc là, on voit qu'il y a 29 filles, 21 garçons. Bah, c'est difficile de comparer vraiment les proportions vu que bah, la taille de chaque groupe n'est pas le même. On pourrait aussi créer des diagrammes en secteur. Dans ce cas-ci, tout est, ou dans ce cas-ci, on voit vraiment la répartition proportionnelle. Et ici, on a à gauche les filles, à droite les garçons. Visuellement, c'est attractif, mais dès que vous avez beaucoup de catégories, ça devient assez difficile à lire et à comparer. Donc là aussi, pour comparer, c'est toujours approximatif, whatever, c'est approximativement, voilà. Mais jamais exact, sauf si vous ajoutez les pourcentages. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas mettre les pourcentages dans le tableau de contingence? Et donc, le diagramme en mosaïque, c'est une combinaison de barres empilées. On a les valeurs relatives. Donc là, on voit la valeur relative. Et ici, on voit la valeur relative par grade. Donc, le premier barre rouge-bleu, c'est la grade distinction, celle-ci. Après, grande distinction, euh, satisfaction et plus grande distinction. Et rouge sont les garçons et bleu sont les filles. Et donc là, vous pouvez comparer la répartition garçon-fille par grade, un peu plus ou quand même mieux que ici dans ce diagramme-là. Et ce que vous voyez aussi, c'est que bah, la largeur de chaque barre est différente. Donc la largeur qui va dépendre du nombre d'observations qui se trouvent dans la groupe. Donc ici, on voit que dans la groupe plus grande distinction, il y a très peu de personnes, il n'y en a que deux, et que ce sont toutes les filles. Pour distinction, c'est la plus grande groupe, donc la largeur du bar est la plus large. Il y a le plus de personnes qui se trouvent dans ce groupe distinction, etc., etc. Et donc là, pour moi, ce qui est le plus important, si vous rapportez les deux variables catégorielles, c'est de rapporter le tableau de contingence et euh, ajouter probablement le tableau de contingence relative, donc celui qui contient le pourcentage par, par rapport au total. Et donc, la partie la plus importante de ce chapitre-là, c'est le test d'homogénéité. Comment on peut tester si la proportion est la même dans différents groupes. Donc, on veut comparer des proportions entre plusieurs échantillons. Euh, donc là, donc ce qui nous intéresse, bah, est-ce que le comportement, la proportion entre les différents groupes, entre les échantillons, est-ce qu'il est le même, oui ou non? Et donc, on va le formaliser plus tard en fonction des proportions, en fonction des valeurs relatives, et après mettre dans un test.
Donc, l'exemple qu'on va utiliser là, on a un pays, 3 régions qu'on appelle le nord, le sud et le centre. 3 régions, c'est la première variable catégorielle, le X. Et on va voir, est-ce que les personnes vont utiliser de l'électricité verte, oui ou non. Donc là, est-ce qu'on a, ou est-ce que chaque ménage utilise l'électricité verte, oui ou non? C'est la variable réponse. Donc là, on aura 2 catégories, oui, non. Et ici, on a 3 catégories. Et donc, ce qu'on veut voir, est-ce que la proportion entre le oui et non, est-ce que ces proportions sont les mêmes dans les 3 régions, oui ou non? Donc, est-ce que, ça revient à dire, est-ce qu'il y a une différence à cause de région, à cause du région où on habite pour choisir pour l'électricité verte, oui ou non? On a sélectionné 100 ménages de façon aléatoire dans chaque région. Donc, on a les 3 régions. On a pris un échantillon par région et on a pris pour chaque région 100 ménages. Donc là, maintenant, on a dans les 3 catégories un échantillon de même taille, mais en réalité, on pourrait prendre des échantillons de taille différentes. Donc, ça ne change rien au suite. Et donc là, on va voir est-ce que le profil d'un ménage quant au type de fourniture d'énergie choisi est-il variable selon la région? Donc, est-ce que les proportions sont différentes, oui ou non? On pourrait faire le graphique en mosaïque. Donc là, vous voyez que on a les centres ou la région centre, nord et sud qui sont automatiquement mis en ordre alphabétique. On voit aussi que les barres ou la largeur des barres, c'est le même, vu que la taille de l'échantillon est le même. Donc, chaque taille ou chaque échantillon contient 100 ménages. Et on voit que en rouge, c'est la proportion ou le nombre de ménages sur 100 qui utilisent de l'électricité non verte. Et les autres, ils utilisent l'électricité verte. Et donc, visuellement, on pourrait dire que probablement il y a une différence. Donc, au centre, il y a vraiment la majorité des personnes qui utilisent de l'électricité non verte, tandis au sud, c'est déjà presque moitié-moitié. Il y a beaucoup plus de ménages qui vont utiliser l'électricité verte. Donc, visuellement, on suppose que oui, il y a une différence selon la région, mais maintenant, on doit formaliser cette question et vraiment tester si cette différence-là est-elle significative, oui ou non. Tableau de contingence, même chose. Donc là, on a les rapports. Donc, par exemple, on a 7 ménages qui n'utilisent pas d'électricité verte dans la région du Nord et 30 qui utilisent la verte, 82 dans le centre qui utilisent la non verte, 18 qui utilisent verte, etc., etc. Et donc là, le 45 ménages optent pour l'électricité verte sur un total de 100 ménages. Comme dit, on transfère ou on crée aussi le tableau relatif par rapport au nombre total, donc par rapport donc dans ce cas, les 300, donc on divise tout par 300 pour trouver des pourcentages. Donc, là, on aura 23,33% des ménages, donc ici, qui habitent dans la région du Nord et qui n'utilisent pas de l'électricité verte. On a 15% de ménages qui habitent dans la région du Sud et qui optent pour utiliser de l'électricité verte.
Et donc là, c'est une proportion relative au total, mais là, fais attention, ça ne signifie pas que 15% des ménages du pays total vont utiliser de l'électricité verte et habitent dans le sud, vu qu'on n'a pas tenu compte des tailles des régions. Donc, on ne sait pas si les régions ont une population pareille ou pas. Et donc, par exemple, dans le sud, il habite beaucoup moins ou beaucoup plus de personnes que dans le nord. Bah, on n'a pas tenu compte vu qu'on a choisi des échantillons par région. Donc, on a choisi des échantillons simplement sans ménage par région. Et donc, on n'a pas tenu compte du fait que bah, il y a probablement des différences dans la population par région. Et donc là, ce que ce tableau de contingence relatif nous dit, c'est comment sont les proportions dans notre base de données, donc dans nos observations, mais je ne peux pas élargir ces pourcentages vers la population vu qu'on n'a pas tenu compte de la répartition de la population selon les trois régions. Euh, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, vu qu'aucune donnée n'est fournie sur les populations exactes des trois régions, on ne peut pas déduire que les poids des régions sont identiques. Donc, dans notre base de données, les poids des trois régions sont identiques. Il y a 100 ménages dans chaque échantillon, mais en réalité, dans le pays, bah, les proportions pourraient être différentes. Bah oui, on pourrait. Donc là, on a créé aussi les pourcentages par ligne et pourcentage par colonne. Donc, dans le premier tableau, on regarde par ligne. Donc, dans la région du Nord, il y a 70% qui n'optent pas pour l'électricité verte, 30% qui optent pour l'électricité verte. Donc là, on sait simplement dire quelque chose sur les fréquences par ligne. Dans le deuxième tableau, on a pris les pourcentages par colonne. Et donc, on a divisé par le nombre total de chaque colonne. Et là, on voit que pour ceux qui utilisent de l'électricité verte, alors de ceux qui utilisent l'électricité verte, il y a 48% des personnes qui habitent dans le sud. Donc, toujours quand vous faites des valeurs relatives, quand vous calculez les pourcentages, faites attention avec l'interprétation selon le cas où vous relativisez vers le total, vers la ligne ou vers les colonnes. Donc, lors de la sélection des individus, on décide à l'avance le nombre d'individus ayant chacune des modalités de la variable explicative x. Donc, ça veut dire simplement que bah, je vais prendre un échantillon par catégorie de x, catégorie de x, et bah, je détermine la taille de chaque échantillon à l'avance. Donc, dans notre exemple, j'ai dit, je vais interroger 100 ménages par région. L'autre option, donc, c'est la différence entre l'étude de deux variables dans une population et l'étude d'une variable réponse dans plusieurs populations. Là,
il y a, dans le premier cas, on étude deux variables dans une population. Là, on prend un échantillon total et on regarde la répartition de la variable x. Donc, on l'observe dans la base de données, dans l'échantillon qu'on a pris. Dans l'autre cas, on a plusieurs populations, c'est ce qu'on utilise. Je prends un échantillon par valeur de x. Et donc là, je vais regarder comment l'autre variable est repartie dans chaque échantillon basé sur la valeur de x, mais je vais déterminer la taille des échantillons pour chaque valeur de x. Tandis que pour la première question, donc si j'ai une population, j'ai deux variables que je vais observer dans la base de données, dans une seule base de données. Et donc là, je choisis, par exemple, 1000 ménages dans le pays. Et après, dans les 1000 ménages, je vais regarder combien de ces ménages se trouvent dans chaque région et combien de ces ménages ont de l'électricité verte ou pas. Donc, un exemple pour différencier une population de variables réponses qui sont étudiées ensemble. Donc, c'est le premier cas, la première question. On a une campagne de mesures écologiques et on va observer la présence de coccinelles et de pucerons dans 58 jardins sélectionnés aléatoirement et indépendamment dans une commune. Donc, on a une commune, on a choisi, donc là, j'ai une population. Là, je choisis 58 jardins. Et dans chaque jardin, je vais observer deux variables, la présence de pucerons et la présence de coccinelles. Pour l'autre, donc à droite, plusieurs populations, une variable réponse avec une variable explicative. Là, je vais faire de nouveau cette campagne de mesures écologiques, mais je vais voir où je vais observer la présence pucerons basée ou dépendant de la présence des coccinelles. Et donc là, je vais choisir deux populations. J'ai deux populations. La première population, ce sont les jardins où il y a des coccinelles. Deuxième population, ce sont les jardins où il n'y a pas de coccinelles. Et là, je choisis 29 jardins dans la première population et 29 jardins dans la deuxième population. Et après, je vais observer est-ce que dans chacun ou chaque jardin, il y a des pucerons, oui ou non. Donc, j'ai la même variable. J'ai la variable présence de coccinelles qui sera la variable explicative, donc le x. Et deuxième variable y, c'est la présence de pucinelles, de pucerons, qu'on va essayer d'expliquer basé sur la présence de coccinelles. Donc, à gauche, on étudie les deux variables, présence puceron, présence coccinelle, au même moment. Et là, je ne connais pas la répartition des jardins entre, ou à l'avance entre coccinelle, oui ou non. À droite, là, on va étudier est-ce que la présence des pucerons, est-ce qu'elle va dépendre de la présence des coccinelles, oui ou non? Et donc là, je vais prendre une population avec et une population sans les coccinelles. Et après, je vais voir est-ce que ça a une influence sur la répartition entre pucerons ou non. Et donc, ce qu'on va faire, c'est tester au niveau de confiance 1 moins alpha. De nouveau, on prend normalement 95%. La validité de l'hypothèse que la répartition des modalités d'une variable réponse est identique dans R population indépendante caractérisée par les R modalités de la variable explicative. Donc, ce que ça veut dire, c'est j'ai R population. Donc, dans notre cas,
j'ai les 3 régions. Nord, centre et sud. C'est la variable explicative x. Et dans chacun des régions, j'ai une proportion d'électricité verte attendez. Oui, je vais le noter comme ça. Et j'ai une proportion d'électricité non verte. Donc là, par région, j'ai une distinction entre verte et non verte. Donc, j'ai une proportion non vert dans le nord et une proportion vert dans le nord. Même chose pour le centre, même chose pour le sud. Et maintenant, je veux savoir, est-ce que la proportion, la répartition entre électricité verte et électricité non verte, bah, est-ce que ça dépend du région ou non? Donc, est-ce que bah, la proportion, la proportion en vert et la proportion en rouge, est-ce qu'ils sont à peu près les mêmes dans les 3 régions? Donc, c'est le test d'homogénéité qu'on va utiliser. On va comparer les proportions entre plusieurs échantillons, donc entre plusieurs populations. Donc, si je vais le noter plus généralement, bon, j'ai R catégorie, donc là, la variable X, et donc ça me donne aussi R échantillon. Donc, je prends un échantillon par région et par la taille pourrait être différente. Donc, j'ai une taille NI pour échantillon I. La taille peut différer selon la catégorie, selon la valeur de X. Mais dans chaque région ou dans chaque catégorie, je vais prendre un échantillon. Je vais observer la variable Y bon, et la variable X, mais X est fixe par la catégorie. Et donc là, je trouve un échantillon dans la première région ou dans le premier échantillon qui sont toutes distribuées de la même manière, donc identiquement distribuées et indépendantes. Et on aura, ou on trouve là, une certaine répartition entre les catégories. Donc là, X, c'était la variable explicative, Y, c'est la variable réponse avec S catégorie. Et donc, par échantillon, on observe ou on regarde les proportions entre les catégories de Y. Donc, c'est ici. Donc là, ce vecteur-là, c'est la proportion entre les différentes catégories pour le premier échantillon. Donc là, on se trouve dans la première ligne. Donc, on regarde ici échantillon 1. Et pour cet échantillon 1, je vais observer les valeurs Y, des valeurs Y avec une taille N1. Et je trouve les proportions entre les différentes catégories. Donc là, Y est égal à 1. Donc c'est la première classe de Y
qui a une proportion P à 1 et finalement la dernière classe Y égale à S qui a une proportion P à S. Donc, c'est la proportion de la catégorie S, donc la classe S, dans le premier échantillon. Et donc là, on a ça pour chaque échantillon, donc pour chaque catégorie de X. Donc X égale au 1, X égale à 1, X égale à R. Et donc, je trouve ces échantillons, je trouve des vecteurs de probabilité ou de proportion par valeur de X. Et ce qui m'intéresse maintenant, est-ce que les proportions sont les mêmes dans les différentes catégories? Oui ou non? Donc, je veux tester, est-ce que les proportions sont toutes les mêmes? Donc, dans ce cas-ci, X n'a pas d'influence. Sur la répartition de Y. Ou est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que quelque part, une des proportions est différente des autres? Et donc là, à ce moment-là, la valeur de X aura effectivement une influence sur la répartition dans les classes de Y. Donc, reprenons l'exemple des grades. Donc là, pour l'exemple des grades, on avait filles, garçons, SD, GD, PGD, 11, 7, 10, 11, 6, 3, 2, 0. Et on avait aussi la somme, 18, 21, 9, 2, 29 et 21. Et donc maintenant, on avait ce qu'on voudrait savoir. Est-ce que, donc la question était, est-ce que X, le sexe, a une influence sur Y, ce qui était le grade? Donc là, j'ai, si je retourne à ce truc-là, j'ai deux catégories de X, filles et garçons, et j'ai quatre catégories de Y, ce qui est le grade. Si, maintenant, si X n'a pas d'observation, donc si le sexe n'a pas d'influence sur le grade, alors, qu'est-ce qu'on attend de voir? On s'attend à que les proportions sont les mêmes. Donc, les proportions dans chaque colonne sont les mêmes. Vu que le sexe n'aura pas d'influence, ça veut dire que la distinction ou
répartition des grades pour la fille et les garçons, et le total est à peu près le même. Donc là, cela revient à se mettre dans l'hypothèse nulle. Donc, il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. Bah, qu'est-ce qu'on s'attend? À qu'est-ce qu'on s'attend? Donc, on s'attend au fait qu'il y a, à ce moment-là, attends, à chaque fois, je fais. Donc, sous l'hypothèse nulle, les proportions qu'on suppose de voir, qu'on s'attend de voir, bah, sont les proportions dans le total. Donc là, on pense de voir 18,50%. 18,50% euh, du nombre total qui auront une grade satisfaction. Pour l'autre, 21 sur 50, 9 sur 50 et 2 sur 50. Donc, ça me donne la proportion théorique, donc la proportion si pas de différence entre filles et garçons. Car s'il n'y a pas de différence, pourquoi faire la distinction? Je regarde simplement la colonne des totales. Il y a 18 personnes qui ont une satisfaction. Bah, la proportion est 18 sur 50, la totalité, etc., etc. Et cela me permet de créer une deuxième table. Une deuxième table. Donc là, ici, j'ai une table d'observation. Ce que j'ai observé dans l'échantillon, bah, avec les proportions théoriques, je peux aussi créer la table des valeurs attendues. Donc, et comment ça marche? Bah, j'ai la connaissance de deux groupes. Donc là, je sais qu'il y a 29 filles et 21 garçons. Je connais les proportions par grade, S, D, JD et PJD. PJD. Bah, je vais remplir ce tableau-là en utilisant le fait que la proportion est égale à la proportion théorique. Donc ici, dans ce cas-ci, j'ai les filles qui auront satisfaction. Bah, je sais qu'il y a 29 filles et en théorie, j'ai une proportion de 18 sur 50 de filles qui ont satisfaction. Là, j'aurai les filles qui ont une distinction. Je sais qu'il y a 29 filles et la proportion théorique, bah, il y a 21 sur 50 qui auront distinction, etc., etc. Et de cette manière, je peux remplir cette table et ça me donne une table des valeurs attendues. Oui, qu'on va donner un peu plus loin. Et donc là, maintenant, ce qu'on espère, ou sous l'hypothèse nulle, bah, les valeurs observées et la valeur attendue peuvent pas être trop différentes. Donc les valeurs observées sont à peu près, ou devraient être à peu près, les mêmes que les valeurs attendues. Pourquoi? Bah, s'il y a une grande différence, bah, ça veut dire que la proportion théorique, bah, ils ne sont pas les mêmes dans les deux colonnes. Et donc là, s'il y a vraiment de la différence entre ce qu'on a observé et ce qu'on a calculé comme valeur attendue, bah, alors, à ce moment-là, l'hypothèse nulle est très improbable et je dois le refuser ou rejeter.
comment on fait? Bah, je vais comparer les deux tableaux et je vais comparer d'une manière comme ça. Je vais faire la différence entre la valeur observée et la valeur attendue et je divise par la valeur attendue. Donc là, je vais faire, ou je vais faire, je fais comme ça. Donc là, d'abord, je fais la différence entre les observés, OG, et la valeur attendue. Donc, on utilise I et de l'anglais expected values. Bah, on fait la différence, on prend le carré. On prend le carré pour éviter de nouveaux problèmes de signes. Donc là, de cette manière, les valeurs sont toujours positives. Et après, ce qu'on fait encore, on va diviser par des expected value, donc la valeur attendue, simplement pour relativiser. Donc c'est surtout important si les groupes ne sont pas de même taille. Mais donc là, on va relativiser, on va d'une manière standardiser la valeur. Et là, après, on fait ça pour chaque cellule dans le tableau. Donc, je fais la somme pour chaque cellule de cette valeur-là. Il est possible de montrer que ça suit une loi chi carré avec R-1, S-1 degré de liberté. Donc, R, c'est le nombre de catégories ou de modalités de la variable X. S, c'est le nombre de modalités de la variable Y. Et donc là, ça me définit le statistique et la distribution. Et on doit encore vérifier une condition. Donc, une condition, ce qui est là. Je sais faire ce test que si la valeur attendue dans chaque cellule est au moins 5. Donc, c'est un test pour garantir que les échantillons sont assez larges. Donc, je crée le tableau des valeurs attendues. Je vérifie que dans chaque cellule, la valeur est au moins 5. Après, je calcule la statistique. Donc, c'est la statistique du test ou le pivot du test. Pour ce pivot, on connaît la distribution et on va regarder la valeur dans notre base de données, dans nos observations, et on va le comparer avec, comme toujours, une quantile de la distribution. Bah, ça, j'ai déjà dit. Donc là, on fait pour chaque cellule, on regarde la différence, on relativise, on fait la somme des carrés. Et donc là, on sait que si les deux tableaux sont très larges, bah, la différence là, ici, seront larges. Donc si les tableaux observés attendus sont très différentes, alors cette valeur C chapeau, bah, cette valeur sera large. Vu que j'ai des différences, des écarts larges, après, je prends encore le carré de cette différence et donc ça devient encore plus large. Et donc, je trouverai des valeurs positives, toujours positives à cause du carré et à cause du fait que ce sont des comptages, donc c'est toujours positif. Et là, c'est large. Et donc, si ce C est large, ça veut dire qu'on va retourner vers l'hypothèse alternative, donc, car l'hypothèse nulle, il est très peu probable. Donc, c'est ce qui est mis aussi là. Et donc, règle de décision, c'est la même chose comme toujours. J'ai
ma distribution. J'ai une distribution chi carré qui est de nouveau, il ressemble un peu à la distribution f. Donc là aussi, il est asymétrique à droite. Il est toujours positif. Donc ça, c'est la distribution chi carré avec un degré de liberté n'importe. Je trouve une valeur de C basée sur mes observations. Et donc, j'ai dit que si cette valeur C est large, alors l'hypothèse nulle est improbable. Donc, l'hypothèse nulle est improbable car le tableau des valeurs observées est très différent du tableau des valeurs attendues. Et donc, il est très, très peu probable que les proportions sont les mêmes. Bah, de nouveau, quand est-ce qu'on dit que C est trop large? Bah, quand il dépasse la quantile. Donc là, de nouveau, on prend la quantile. De nouveau, 1 moins alpha. Donc, à gauche, il y a 1 moins alpha % de la masse. À droite, il y a alpha % de la masse. Donc là, il y a alpha, comme toujours. Et je vais comparer, ou je vais vérifier dans quelle zone la valeur calculée se trouve. Donc là, de nouveau, si je me trouve à gauche, bah, je me trouve dans la valeur plausible sous l'hypothèse nulle. Donc les valeurs probables. Donc là, je reste dans l'hypothèse nulle. Et dès que je dépasse cette quantité-là, bah, j'aurai des valeurs très improbables sous l'hypothèse nulle et je me retourne vers l'hypothèse alternative. Donc là, ou bien on compare la valeur calculée C avec la quantile, ou bien, comme avant, on calcule la valeur P. Donc la valeur P, vu qu'on a une distribution qui est positive, bah, la valeur P, c'est la masse qui se trouve à droite de cette valeur observée. Donc, c'est la probabilité d'être plus large, donc plus éloigné de zéro de cette valeur C observée. Et on le compare avec alpha. Et là, de nouveau, comme toujours, si P est plus petite que alpha, hypothèse alternative. Si P est plus large que alpha, l'hypothèse nulle. Donc, la règle de décision ne change pas. On compare P avec alpha, mais maintenant, ce qui a changé, c'est le pivot, le statistique qu'on calcule et la distribution qui sera une distribution chi carré. Pour ceux qui sont intéressés, le loi chi carré, il est défini comme une somme de lois normales standard au carré. Donc là, il y a un carré qui manque chez le ZI. Bah, si ZI est ou suit une distribution standard normale, je prends la carré des ZI et je prends une somme de n termes, alors cette somme-là, il suit une distribution chi carré avec n degrés de liberté. La moyenne est égale à n, la variance est égale à 2n, et donc le plus grand que n, donc le plus large la somme des carrés, ou la plus large le nombre de termes dans la somme, bah, le plus haut la moyenne et la variance. Ce qui n'est pas vraiment important pour ce cours-ci. C'est simplement un peu de background information si ça vous intéresse. Donc, mais là, vous voyez que cette distribution chi carré, de nouveau, il est asymétrique et il a des queues qui s'éloignent vers la droite. Maintenant, si on regarde notre exemple de l'électricité, on avait les régions, on avait électricité faire, oui ou non. Et donc là, on a le tableau de contingence des observations. Avec ces observations, on doit créer le tableau des valeurs attendues. Et donc, pour ça, on devrait calculer les proportions théoriques.
et remplir ce tableau-là. Donc, on a pam, 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 X, on a 3 régions. Donc, la valeur R est égale à 3. Y, on a 2 modalités. Donc, c'était oui ou non. Donc, S est égal à 2. Et donc, on aura 6 termes dans cette somme-là, logiquement, car on a 6 combinaisons de 2 variables. Et donc, on va créer le tableau des valeurs attendues. Bah, comment on fait? C'est très facile. Pour chaque cellule, et si vous regardez de nouveau la formule, on prend ou on multiplie la somme de la ligne avec la somme de la colonne et on divise par le nombre total. Donc, vous ne devez pas penser, c'est même pas nécessaire de d'abord calculer les proportions. Mais donc, c'est ce qu'on avait fait avant. Donc là, cette partie-là, c'est la proportion théorique qu'on a appelée le P, I, etc., etc. Mais donc, vous pouvez simplement ignorer toutes les étapes entre ça ou toutes les étapes qu'on a fait dans la partie théorique. Ce que vous faites, c'est simplement prendre la somme de la ligne, multiplier avec la somme de la colonne et diviser par la somme totale. Ça me donne une valeur attendue de 69 pour la première cellule. Et on fait ça pour chaque cellule. Tableau des valeurs attendues. Donc là, on peut le mettre à côté. Donc là, on aura 31, 69, 31, 69, 31, 69. Donc ici, la valeur ou le tableau des valeurs, donc non, oui, centre, nord et sud. Bah, chaque ligne, c'est le même, vu qu'on a pris des tailles égales ou des échantillons de même taille dans chaque région. Et donc là, on s'attend à observer 31 ménages qui n'utilisent pas. C'est comme ça? Non, c'est inverse. Désolé, j'ai inversé de nouveau. Whatever. Non, oui. Nord ou centre. Nord, sud. C'est 69 qui n'utilisent pas et 31 sur 100 qui vont utiliser l'électricité verte. Et donc là, on a ce tableau des valeurs observées, le tableau des valeurs attendues, et maintenant on doit les comparer. Donc on calcule les différences, on les met au carré, on divise par la valeur attendue et on fait la somme. Ce qui est donné, donc c'est le programme, le logiciel qui va le faire pour vous. Bah, dans notre cas, c'est 17,38. Il y a une valeur P qui est rajoutée, qui est dans ce cas-ci très très petite, donc beaucoup plus petite que 5%. Et donc, on va rejeter l'hypothèse nulle. Il y a effectivement une différence entre les régions. Donc, ici, conclusion, au niveau de confiance 95%, on va rejeter l'hypothèse nulle. Donc, selon laquelle la proportion de ménages utilisant de l'énergie verte est identique dans les 3 régions. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement une différence entre les régions ou une différence
entre les ménages utilisant de l'énergie verte ou pas, selon la région. Donc, la région va expliquer, va avoir une influence sur utiliser l'énergie verte ou non. Donc, c'est le c'est le résumé. Désolé, je suis un peu malade et je pense pas super bien. Mais donc, le résumé, je veux tester au niveau de confiance 1 moins alpha la validité que la répartition elle-même dans plusieurs échantillons, dans plusieurs populations. Je prends un échantillon par population. Cet échantillon me donne des proportions de la deuxième variable dans chaque échantillon. Et maintenant, l'hypothèse nulle, bah, il n'y a pas de différence entre les proportions, donc ils sont les mêmes. L'hypothèse alternative, bah, au moins un des échantillons va différer des autres. Je vais calculer le tableau des valeurs attendues. Je vérifie la condition que dans chaque cellule, j'ai une valeur au moins égale à 5. Je calcule le pivot, donc le pivot, c'est chapeau qui suit une loi de chi carré. Et après, cette valeur, dès que j'ai la valeur observée, basée sur l'échantillon, je calcule la valeur P et je compare avec alpha pour décider de rejeter l'hypothèse nulle ou pas. Comparaison de deux proportions. Je vais vous dire en un mot, utilisez le z-test. Donc, il est possible de montrer que des proportions sont des moyennes. Donc, la proportion d'une variable catégorielle, c'est la moyenne d'une variable catégorielle. Et donc, si je vais comparer deux proportions, bah, je compare deux moyennes. Et là, on a déjà vu un test pour comparer deux moyennes. C'est le test T. Maintenant, pour la proportion, vu que ce sont des variables catégorielles, il y a une différence avec le test T, c'est la distribution. La distribution suit une loi normale, ou le pivot suit une loi normale au lieu d'une loi de T. Mais pour le reste, tout sera le même. Donc là, on utilise un test Z, test normalité. Donc là, on a le pivot T qui est P1 moins P2. Donc, on teste par exemple P1 égale à P2, P1 différent de P2, P1 moins P2, divisé par l'écart type. Cette variable-là, maintenant, il suit une loi normale, standard, et pas une distribution T. Mais pour le reste, c'est le même que comparer deux moyennes. Toutes les étapes sont les mêmes. La seule différence se trouve dans la distribution du pivot qui est normal, donc standard normal au lieu de T. Et donc là, vous pouvez le lire sur les slides après. Donc ça donne les détails. Mais le plus important, de nouveau ici, c'est que vous pouvez l'appliquer et que vous savez que dans ce cas-ci, c'est un pivot qui est normalement distribué au lieu d'une distribution T. Voilà. Donc, cela conclut la théorie. Cet après-midi, vous aurez les exercices sur cette partie-là qui va aussi clarifier si vous appliquez les méthodes vous-même. Ça va vous aider à comprendre l'idée derrière et l'interprétation.
Mais pour moi, cela conclut ma partie. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions sur la théorie? Vu que tout le monde quitte, je pense pas. Et donc, bonne chance avec les exercices.